Alors que va changer le télétravail et la capacité pour les entreprises de recruter à travers le monde? D'abord, on a plusieurs personnalités parmi lesquelles on peut citer l'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri, ou Benoît Hamon encore, qui appellent à la mise en place d'un chèque bureau sur le modèle du chèque restaurant pour éviter un isolement des télétravailleurs. On a aussi la légende de la technologie, Marc Andreessen, qui dit que l'essor de ce nouveau travail à distance pourrait être plus important comme révolution que la révolution Internet. On a aussi la COFAS qui a publié une étude sur l'avenir du télétravail dans le monde. 160 millions d'emplois seraient menacés au nord, 330 millions de salariés du sud seraient prêts à les assumer. Bon, ça fait beaucoup d'éléments dont on va débattre avec des experts autour de la table. En premier lieu, Laurent Grandguillaume, ancien député. Aujourd'hui, vous êtes directeur général adjoint du groupe Freeland, qui est spécialisé dans l'accompagnement des transitions professionnelles et des indépendants. Et vous menez des réflexions, vous continuez à mener des réflexions sur les nouvelles formes d'emploi et le monde des indépendants au sein de la Fondation Travailler Autrement en tant que vice-président et en tant que président de l'Association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Avec moi également Christophe Platet, vous êtes fondateur, directeur de Lundano, qui est un cabinet de conseil en management et transformation, et vous lancez justement une solution opérationnelle pour adapter les entreprises et collaborateurs à ce télétravail. Alors déjà, première question, Laurent Grandguillaume, vous qui suivez ces évolutions depuis longtemps, est-ce qu'il vous semble que le rapport des Français au travail, à l'entreprise, a beaucoup changé aussi vite et aussi profondément d'ailleurs que le rythme imposé par les mutations technologiques? Je pense que d'abord la valeur travail est fondamentale dans notre société française, hein, et que cela n'a pas changé. Ce qui a changé fondamentalement, c'est l'organisation du travail qui a été percutée par la crise sanitaire. Et finalement, le télétravail qui était confronté à des freins culturels avant cette crise sanitaire, eh bien, ces freins ont sauté, voilà, tous les verrous ont sauté du fait de la situation qui s'est imposée à chacun. Voilà. Donc ça a profondément changé. Après, est-ce que les organisations se sont suffisamment adaptées à cette mutation? Je pense que non. C'est-à-dire que le télétravail est un fait, c'est sûr. Après, cela bouscule en particulier la question du management. Comment je manage des équipes dans le cadre d'un travail asynchrone, c'est-à-dire avec des personnes qui sont en présentiel, d'autres en distanciel. Voilà, c'est une question qui est posée et ça va appeler à la fois à des formations, à des nouveaux modes d'organisation qui sont importants. Et puis, cela touche aussi, en dehors de l'organisation du travail, à la question de l'expérience client et comment finalement des entreprises aujourd'hui qui sont centrées clients, qui sont data-driven, elles vont justement pouvoir s'organiser de manière à faire en sorte que ces nouvelles modalités de travail eh bien, permettent aussi d'accroître l'efficacité en direction du service qui est apporté aux clients. Mais on voit aussi que ce n'est pas juste une commodité en fait, qui s'installe, c'est un vrai changement de fond. Quand on a une entreprise comme Facebook qui annonce passer en 100% télétravail, on a reçu la patronne France de Shopify vendredi dans Smart Tech qui nous disait « ça y est, nous c'est pareil, Shopify, c'est terminé, on n'a plus de locaux. Les seuls moments où on va finalement se voir seront à travers des séminaires. » Là, on va plus loin en fait. On se retrouve dans une situation où le salarié doit comprendre ce changement de fond parce qu'il va être confronté à de nouvelles compétitions sur l'emploi, des compétitions internationales. On rentre dans un vrai monde globalisé de l'emploi. Clairement, oui. Et d'ailleurs, le rapport de la COFAS se montre, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de télémigration. Sans doute aussi parfois des délocalisations liées au télétravail. Il faut, vous savez, dans tout progrès, il y a des ombres et des lumières. Oui. Donc, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Après, il faut les anticiper. Toute la question est d'en prendre conscience, au moins. Même si c'est négatif, prendre conscience des risques, déjà c'est s'y préparer. Exactement, c'est s'y préparer. Et puis se former aussi pour être compétitif. Car qu'est-ce qui va faire la différence, finalement, dans ce travail à distance, dans une compétition internationale ? Ça va être les compétences des personnes, et en particulier liées au digital, mais pas que. Et donc, il faut s'y préparer, il faut engager les formations nécessaires pour non pas seulement résister, mais faire de lance de ces mutations et les mener là où nous sommes.
Et ça va être des enjeux très importants pour alors les grandes entreprises, c'est sûr, mais aussi pour les TPE, il va falloir prendre la PME. mesure. C'est peut-être pas encore tout à fait le cas. C'est la question que j'ai envie de poser à Christophe Platet. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Grand-Guillaume sur le fait que les entreprises n'ont pas encore tout à fait pris la mesure de ce qui se passait? C'est tout à fait juste. Elles sont en train de le prendre. De prendre cette mesure-là. Il y a une pression forte qui vient des collaborateurs, des collaboratrices. Il y a un vrai appétit, une vraie appétence pour le télétravail qui est né effectivement de la crise. Et on voit que le dialogue s'instaure, il a lieu en ce moment, là, depuis quelques mois maintenant. Et c'est un dialogue qui prend du temps parce qu'il y a effectivement des pour et des contre. Et c'est un modèle totalement différent. C'est pas juste des personnes qui travaillent de chez elles, c'est pas juste ça la définition du télétravail. Il y a beaucoup de conséquences effectivement en termes de management, de façon de travailler en équipe, de façon juste d'organiser aussi l'équilibre entre le déséquilibre, parce que finalement on était habitué à un équilibre avant qui était très simple, très normé. On allait tous les jours au travail, tous les jours au même endroit. Et là maintenant, la crise a déstructuré ça. Elle l'a déstructuré dans le tout ou rien, c'est-à-dire qu'on est passé de 100% travail à 100% télétravail, et on est en train de positionner l'équilibre. On voit que les entreprises se cherchent, elles se cherchent beaucoup, les accords sont en train d'être négociés, et je trouve que c'est l'avantage d'ailleurs un des avantages qu'on a dans le dispositif français, c'est que le dispositif au niveau des entreprises, les organes représentatifs et le gouvernement aussi, qui fixe des règles, sont aussi l'occasion de poser, j'ai pas envie de dire tranquillement, mais de poser correctement le débat, là où d'autres pays vont plus vite. Alors est-ce qu'ils ont raison d'aller, les entreprises américaines qui vont massivement vers le tout télétravail? On verra ce que ça donne. En tout cas, en France, on y va plus doucement, mais peut-être de façon aussi plus encadrée. Est-ce que notre cadre français est adapté à cette transformation, selon vous, Grand-Guillaume? Alors, je pense que oui, et pour une bonne raison, c'est que nous avons la chance d'avoir aussi dans les territoires, aujourd'hui, des vraies dynamiques qui se créent autour des tiers-lieux. Les tiers-lieux sont des espaces dans lesquels vous avez du coworking, vous avez d'autres espaces créatifs, on va dire, qui réunissent des entreprises, des salariés, des start-up, des associations. Il y en a plus de 3000 en France, et c'est une chance. Car si les entreprises ne sont pas forcément toujours prêtes pour le faire, les salariés, eux, connaissent souvent autour de leur domicile ces lieux dans lesquels ils ont pu aller, ou alors ils ont pu en entendre parler, et ils ont envie de s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont éviter ainsi des déplacements pendulaires. On sait que les déplacements pendulaires, c'est une charge contrainte sur le pouvoir d'achat. Ça coûte de l'argent à un salarié que de se déplacer, même s'il y a une part qui est prise en charge par l'employeur. C'est du temps, c'est du stress. Donc finalement, éviter... Et de la pollution. Voilà, et de la pollution. Donc éviter cette pollution, ce stress et ces coûts, c'est un avantage aussi pour Alors on arrive, parce que vous abordez la question du coût, on arrive à ce chèque bureau. Parce que c'est un coût aujourd'hui d'aller dans un espace de coworking. Alors c'est un coût, bien sûr, pour l'entreprise, mais ça peut être un coût aussi pour un indépendant qui travaille avec une entreprise. Enfin, donc ce sont effectivement des coûts. Ou pour le salarié qui préfère ou qui n'a pas la possibilité de travailler de chez lui, mais qui va préférer se rendre dans un espace de coworking sans forcément qu'on lui demande. C'est ça, parce que ce qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui, ce sont aussi les conditions de logement des personnes. Et j'ai pas forcément chez moi une pièce pour travailler, un bureau, un espace où je peux m'isoler. Voilà. Et du matériel qui me permettent aussi de travailler dans de bonnes conditions. Bon. Donc tout ça fait qu'il y a cette possibilité de développer encore les tiers-lieux et de les soutenir par l'intermédiaire d'un chèque bureau. En tout cas, c'est une idée. C'est vous qui l'avez lancé. Voilà, on l'a lancé effectivement avec la Fondation Travail Autrement pour mettre ce sujet au cœur du débat, voilà, et se dire qu'après tout, on pourrait construire ce type de solution pour inciter à aller dans les tiers-lieux et permettre aux salariés qui n'ont pas le choix, justement, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions dans leur territoire et aussi faire vivre les territoires. Et ça veut dire que ce serait financé par les entreprises? Par les entreprises et les collectivités et l'État. Après, il faut voir dans quelle clé de répartition. Mais je crois important aussi que la puissance publique puisse intervenir dans ce soutien. Voilà. Car derrière, il y a aussi des politiques publiques d'aménagement du territoire. Quand vous parliez de la concurrence internationale entre les acteurs, il y a aussi une concurrence quelque part entre les territoires. Et si dans un territoire, on est capable de rassembler les acteurs d'une entreprise, des startups, des associations, des services publics dans un même lieu pour créer ensemble, eh bien, on aura un avantage aussi concurrentiel. Car qu'est-ce qui fait aussi l'avantage concurrentiel? C'est la capacité d'innover, c'est la capacité de construire ensemble, de coopérer. C'est ça qui fait aussi la différence.
Bon, on va y revenir. Sur la question de ce nouveau paradigme, comme on dit aujourd'hui, autour du travail, ce sont les outils numériques qui l'ont rendu possible, hein, ce travail à distance ou ce travail hybride, mais qui a donc déstructuré notre organisation jusqu'ici assez linéaire. De quel secours peuvent être ces mêmes outils numériques pour réorganiser le travail, mais un travail hybride? Alors, effectivement, l'opportunité qu'ont eu les entreprises, c'est effectivement l'avènement d'un certain nombre de solutions qui ont fait que technologiquement, la plupart des entreprises, dans un délai extrêmement court, ont réussi à s'organiser à partir du 17 mars de l'année dernière. Donc voilà, tout ce qui est outils pour la visio, outils pour l'échange, pour les échanges de données, voilà, pour le fait de pouvoir travailler effectivement, entre guillemets, n'importe où, les connexions réseau, entre autres. Après, la question qui vient derrière, c'est l'organisation de ce télétravail. Parce que, encore une fois, ça ne préexistait pas, sauf de façon très exceptionnelle, des personnes qui contractuellement avaient la possibilité de faire souvent une journée de télétravail, pas beaucoup plus. Mais le fait de l'organiser n'était pas du tout préparé. Est-ce qu'on a des outils adaptés pour ça? Alors aujourd'hui, il y avait des outils de planification qui existent dans les entreprises, mais qui n'étaient pas vraiment destinés à ça, qui étaient plutôt destinés à suivre des activités sur des projets et autres. C'est d'ailleurs nous le choix qu'on a fait, l'orientation qu'on a prise, c'est justement de développer une application de ce type-là pour organiser le télétravail. Nous, on part du principe que de le laisser totalement libre, de le laisser totalement à la main de l'organisation ou des salariés dans la durée, ça ne peut pas marcher, que ce soit sur des petites ou des grandes structures, et que voilà, ça doit être un minimum organisé par l'entreprise et par les collaborateurs, et surtout de façon interactive en plaçant le manager au centre du jeu. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le management. On imagine le casse-tête que ça peut représenter d'avoir des salariés partout sur la planète à des créneaux horaires différents de connexion. C'est un casse-tête. Voilà, c'est un casse-tête. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, très peu d'outils pour l'organiser et le structurer. Donc effectivement, ce sont les sujets sur lesquels les entreprises se positionnent aujourd'hui pour répondre à cette problématique. Et sur la partie management, est-ce que ça passe aussi par des outils numériques ou là, ça passe plutôt par des formations finalement? Ça passe beaucoup par des formations et de l'accompagnement. Et on voit dans les entreprises que c'est en train de sortir comme étant un vrai sujet. C'est-à-dire l'accompagnement des managers pour un mode de fonctionnement à distance. Et qu'est-ce qui ressort? Il ressort... comme toujours, hein, c'est-à-dire les populations de managers qui se débrouillent plutôt bien parce qu'ils avaient l'habitude de le faire, puis les populations de managers qui sont très attachés. Mais est-ce qu'on a des experts pour les former, ces managers? Qui est capable aujourd'hui de dire voilà comment il faut s'organiser, voilà comment former un bon manager de demain? Moi, je pense que dans le domaine, par exemple, de l'IT, depuis longtemps, les acteurs du domaine du numérique ont l'habitude de travailler avec des indépendants qui sont à distance, d'accord, parfois à l'étranger, et donc qui ont eu cette habitude à mener des projets, à piloter des projets avec des personnes à distance et en présentiel. Donc on peut s'inspirer de leur pratique déjà. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, il y a une problématique dont on parle peu, mais en télétravail, il y a une forte culture de l'oral. Je suis en visio, je fais une réunion avec mes collègues, avec mon manager, on échange, très bien. Mais quand est-ce qu'on partage des écrits? Quand est-ce que finalement on partage quelque chose de commun? Et en fait, ça demande plus d'écrits aussi, ce travail à distance dans le cadre des comptes rendus de réunions en visio, par exemple. Et ça demande aussi de faire appel à des outils qui permettent de manager les projets pour qu'on puisse partager là où on en est, comment on avance, pour que chacun puisse s'y référer. Et donc, c'est effectivement, ce sont des modalités différentes, c'est un apprentissage. Et là va se poser la question des outils français. Est-ce qu'on a les plateformes logicielles J'ajouterais juste que je pense que la progressivité du télétravail, c'est-à-dire le fait de ne pas passer du tout au rien en tout télétravail, et donc de s'imposer ou d'imposer des temps communs dans l'entreprise, donc finalement un modèle équilibré qui a l'air de ressortir dans la plupart des études. On voit les études tourner beaucoup autour de 2 jours et demi, je crois que la moyenne est à 2,7 comme par hasard, 2,7 sur 5. Voilà, d'avoir des temps communs dans l'entreprise, c'est aussi comme ça qu'on va faciliter la transition. Le passage ou le maintien au tout ou rien, c'est-à-dire le maintien à 100% de télétravail, là, il va nécessiter pour les entreprises énormément d'accompagnement des collaborateurs. Ils ont pu vivre pendant un an et demi en comprenant un environnement très particulier. Si ça s'installe durablement, là, c'est beaucoup plus problématique. Laurent Grandguillaume, vous étiez sur les bancs de l'Assemblée, donc vous connaissez bien cette question politique. Comment le politique va s'adapter à cette nouvelle donne? Parce que quand la COFAS nous dit, dans les services dont les emplois à forte valeur ajoutée, le Covid a montré qu'il était possible de passer à un régime télétravail permanent. Or, si un métier est télétravaillable à 100%, il devient délocalisable, ça devient un sujet politique.
C'est un sujet éminemment politique. Alors après, le politique, il anticipe rarement, hélas, et il subit beaucoup. Donc finalement, cette situation, elle était connue depuis plusieurs années. Tout le monde savait qu'un emploi qui est 100% télétravaillable est potentiellement délocalisable. Je veux dire, c'est assez simple à comprendre. Donc, on le savait, on ne l'avait pas vu. Et on n'avait oui, pas encore de grandes pas, entreprises qui annonçaient vraiment y avoir recours à ces emplois délocalisés totalement, y compris sur les entreprises de services et sur les métiers à forte valeur ajoutée. C'est ça, on le savait, mais on ne voulait pas le voir. Quoi, ouais. Et donc la difficulté aujourd'hui, elle est posée. Mais moi, je pense que le politique, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est justement dans l'investissement dans les nouvelles modalités de travail, les soutenir ces tiers-lieux, soutenir la recherche, ce qui va faire que notre compétitivité, justement, va être plus importante. Soutenir la montée en compétences. Car qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui est ici et une personne qui est à l'autre bout du monde avec des coûts qui vont être différents? C'est la question des compétences. C'est cette question-là qui va être fondamentale. Le savoir, finalement. Comme l'écrivait très bien Peter Drucker, mais c'était dans les années 90, qui travaillait sur le management aux États-Unis, et il avait très bien vu qu'au XXIe siècle, le sujet sera celui du savoir, c'est-à-dire de la compétence. Et c'est ce qui va différencier les personnes. Donc la formation va devenir un élément fondamental. Moi, je me demande si c'est pas au contraire une opportunité. Le problème de la délocalisation. Pour qui justement pour freiner ou pour mieux encadrer ou mieux piloter la délocalisation. La délocalisation des postes en France, notamment sur les postes que vous évoquez, les services dits à haute valeur ajoutée, il existe depuis très longtemps ce sujet. Des entreprises qui délocalisent ce qu'on appelle le offshore ou le nearshore depuis très longtemps. Le télétravail, c'est une occasion, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un gain économique pour les entreprises. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Pourquoi les entreprises délocalisent? Jusqu'ici, quand même, quand vous dites que ça existe déjà, jusqu'ici, justement, ces activités cœur de métier, elles étaient localisées près des sièges, plutôt. Des sièges sociaux, des bâtiments physiques. Oui, ça c'est fini, c'est terminé. Oui, mais le fait que ce soit télétravaillable, je suis vraiment pas sûr que ce soit ça l'accélérateur de la délocalisation. L'accélérateur de la délocalisation, c'est la capacité à faire le même travail dans un autre endroit à bas coût. D'accord ? C'est ça qui va intéresser l'entreprise. Si l'entreprise, elle peut garder des salariés avec de fortes compétences que vous avez évoquées, très attachés à l'entreprise, et pouvoir baisser les coûts, notamment du fait du télétravail, là, il y a une opportunité de freiner ce qui est un mouvement possible vers l'étranger. Je pense qu'il y a une vraie opportunité sur ce sujet. Qu'en pensez-vous, Laurent Grandguillaume ? Oui, c'est ça. C'est que si vous avez des compétences équivalentes, l'entreprise, elle va regarder comment diminuer ses coûts. Et donc, c'est ce qui risque de se passer. C'est pour cela que vraiment l'investissement, et là on revient au sujet que vous avez posé sur la question politique, c'est l'investissement dans la formation, dans la recherche, dans la montée en compétences, sont des sujets essentiels. Et on ne peut plus maintenant faire de formation sans y mettre la question digitale aussi au cœur. Et les modalités de travail, et les modalités de management. Ce sont des sujets essentiels. Nous, vous savez, en France, on est très fort pour les concepts. Alors, inventer des concepts, on en invente à peu près tous les jours. La question, c'est le comment. Et c'est là souvent que ça bloque, vous voyez. Donc là, maintenant, il faut passer au comment. C'est ce que vous faites dans le cadre de votre activité professionnelle, justement. Comment on développe, comment on accompagne, comment on monte en compétences. Et pour moi, c'est le cœur des sujets à venir. Et le chèque bureau, pour vous, c'est un concept ou c'est un comment ? C'est un comment. C'est un comment, justement. C'est comment. Parce qu'il existe déjà dans les villes des espaces emploi qui pourraient être transformés en espaces de coworking, par exemple, par les municipalités. Pourquoi pas, bien sûr. Tout espace qui va permettre la rencontre, finalement, entre des acteurs différents, va permettre la création. Vous savez, les entreprises, comme vous le disiez, qui pouvaient être fermées avec un siège, avec ces tiers-lieux, elles s'ouvrent aussi. Et elles s'ouvrent à des rencontres, à des acteurs qu'elles n'auraient pas vus par ailleurs. Et elles s'ouvrent aussi à leurs clients. Car où sont leurs clients ? Parfois, ils sont aussi dans ces tiers-lieux, vous voyez. J'ai en tête, par exemple, à Metz, TCRM Blida, qui est un tiers-lieu, dans lequel vous avez des startups, vous avez des artisans, vous avez un espace de coworking, mais vous avez aussi des banques. Parce que les banques, elles se disent, finalement, nos clients sont là. Voilà, vous voyez. Donc, merci beaucoup pour votre optimisme à tous les deux. Laurent Grandguillaume, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fondation Travailler Autrement et Christophe Platet, fondateur, directeur de Lundao. Voilà. On a un premier décor sur ce télétravail et cette délocalisation de l'emploi. On continuera à en parler sans doute à la rentrée parce que c'est une question hautement politique, on l'a compris. Juste après la pause, on s'intéresse à la cybersécurité qui devient un e-sport collectif.